Tu me dis dès que je commence à te filmer. Ça va. Ah, mais c'est tout. On va essayer d'alterner une question d'Arman et une question par rapport à ceux qui sont sur les tables. J'ai un voisin répond comme elle le sent. Allez Arman, vous ouvrez. Qu'est-ce qui vous plaisait en philosophie, voire en poésie, eu égard à vos anciennes amours Mallarmé, Bogner, Chartres, que vous ne retrouviez pas en mathématiques? Alors, ça, je dirais qu'en un certain sens, c'est un peu le passé. Disons que philosophie, pour moi, c'était l'idée qu'on allait toujours pouvoir voir l'envers du décor, c'est-à-dire aller au bout des idées et dévoiler, même éventuellement comprendre comment notre, pas seulement notre cerveau, pas notre cerveau biologique, mais comment notre pensée fonctionne. C'était cette idée que la philosophie, elle permet toujours de prendre du recul, même par rapport à nos actions intellectuelles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de penser au premier degré, mais aussi de comprendre comment on pense. Donc pour moi, ce que j'aimais dans la philosophie, c'était cette idée qu'à tout instant, on n'était pas seulement en train de faire une action au premier degré, mais qu'on analysait en même temps cette action. Donc il y avait ça qui me plaisait beaucoup. Pour la poésie, je pense que pour moi, justement, si je faisais une comparaison entre les mathématiques et autre chose, ça serait beaucoup la poésie. Parce que je dirais que il y a cette double contrainte, on peut dire, du fond et de la forme. Et puis la liberté. Vous voyez, la poésie, bon, je fais de la poésie en langue française ou dans une autre langue, ce n'est pas du tout indifférent. C'est-à-dire que ma poésie va reposer sur une certaine langue. Mais en même temps, j'ai toute liberté d'utiliser les mots dans un sens qui est celui que je leur donne dans ma poésie. C'est cette... même la liberté d'inventer des mots. Et donc, je trouve que la comparaison entre poésie et mathématiques est vraiment très bonne aussi, parce que en mathématiques, on est extrêmement dépendant du langage. Toutes les mathématiques sont des mathématiques écrites. On utilise en fin de compte très peu de symboles, les quantificateurs et puis les lettres pour désigner des objets. Mais les lettres, c'est juste pour donner des noms aux objets. Donc ça ne fait qu'ajouter à notre lexique. Je prends un groupe, je vais l'appeler G, je prends un espace, je vais l'appeler X. C'est juste de donner un nom, comme moi je m'appelle Voisin. Ce ne sont pas ce que j'appelle des symboles, c'est juste des noms. Et par ailleurs, on utilise quelques quantificateurs, mais pas tant que ça. Et au total, les mathématiques sont totalement écrites dans une belle langue avec la syntaxe. C'est juste que, bien entendu, il y a plus d'exigences de rigueur, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que dans la langue ordinaire. Mais il y a une chose absolument extraordinaire, c'est qu'il y a énormément de termes mathématiques qui sont juste des termes de la langue visuelle, complètement détournés de leur sens. Moi, j'adore. Quand je dis groupe, par exemple, un groupe, c'est un objet mathématique et derrière, il y a toute une définition qui vient intervenir, bien sûr, la théorie des ensembles, la notion d'opération, les axiomes satisfaits par cette opération. Et voilà, une fois qu'on a tout ça, eh bien, on a un groupe. Et c'est un objet extrêmement structuré, très spécifique. Moi, tous les mathématiciens, je pense, savent ce que c'est qu'un groupe. Bon, donc,
Et donc, quand je dis groupe à un mathématicien, il va penser groupe, un groupe mathématique, et je lui aurais transmis d'un seul coup toutes ces caractéristiques avec quantificateur, notion ensembliste, opération, axiome, etc. Et donc, et évidemment, ce n'est pas du tout la même chose que si je discute avec vous de groupe. C'est juste qu'on a pris le mot groupe et on l'a détourné de son sens. Et les exemples sont très nombreux. Le corps, anneau, variété. Donc c'est... il y a les mathématiques procèdent beaucoup pour pouvoir communiquer, pour pouvoir... et la communication est très exigeante parce qu'elle doit être parfaite. C'est pas seulement les années 2000, j'ai eu plus de liberté, moins de fatigue, plus de... bon, j'avais peut-être... oui, mais peut-être aussi que psychologiquement, j'étais plus sûre de moi, je ne sais pas. Le fait est que... bon, c'est vrai que c'est un sujet un peu scabreux parce qu'on est obligé de faire une distinction entre hommes et femmes sur ce sujet. Il y a beaucoup d'hommes qui, effectivement, font leurs meilleurs travaux très jeunes. Beaucoup d'hommes qui n'aspirent qu'à avoir la médaille Fields et ensuite se croiser les bras. Je suis désolée, on n'est pas forcé de faire des maths de cette manière. Moi-même, j'ai très très bien gagné ma vie jusqu'à 40 ans en faisant des maths, plutôt des bonnes maths, mais pas aussi coup de poing que ce que j'ai fait plus tard. Et vous veillez à vous ménager plus qu'autrefois, surtout depuis les peines et les félicités de la maternité qui sont venues au milieu de votre jeune carrière préempter votre emploi du temps? Qu'est-ce que cela suppose Pour moi, il y a toujours eu, je dirais que je n'aurais pas pu faire l'un sans l'autre. Donc les deux sont très difficiles. J'ai toujours trouvé que les mathématiques étaient très difficiles parce que c'est très simple. C'est parce qu'il faut trouver l'inspiration. Il y a de longs moments où on est essentiellement dans le néant, scruter l'inconnu. Donc c'est très difficile psychologiquement. La vie de famille, c'est difficile aussi. Mais en même temps, c'est difficile pour des raisons complètement différentes. Et je dirais que pour moi, le fait d'avoir des enfants, ça m'a aussi beaucoup aidé psychologiquement à supporter toutes ces périodes d'incertitude dans ma recherche. Et aussi à me dire, chapeau, j'étais pas complètement... je voyais bien qu'à la fin, il y avait une démonstration, il avait eu une idée, il avait fait une description, d'accord, très bien. Mais somme toute... pour moi, si les maths devaient se résumer à une réunion d'astuces, sui generis pour résoudre des problèmes qui ont déjà été résolus, c'était insatisfaisant. Et effectivement, plus j'ai avancé ensuite en mathématiques, plus j'ai découvert des mathématiques qui sont extrêmement conceptuelles, où la démarche de démonstration, en fait, elle est quand même... je dirais, elle a vraiment comme arrière-plan la démarche de définition qui justifie la présence des objets qu'on regarde. Et d'ailleurs, on va peut-être terminer la présentation, c'est comme ça qu'on commence les questions. Allez-y, finissez. Du coup, après des études qui passeront par une école préparatoire, puis par l'école normale supérieure, Claire Voisin obtiendra l'agrégation de mathématiques en 1983. Puis, elle va soutenir sa thèse en 1986 avant de se consacrer à la géométrie algébrique au CNRS, ainsi qu'à la faculté d'Orsay, puis à l'Institut de mathématiques de Jussieu. Sans oublier les glorieux détours par l'IHES, qui est l'Institut des hautes écoles scientifiques, l'École polytechnique ou le Collège de France. Elle a été régulièrement distinguée au niveau national et international par de nombreux prix et médailles. Claire Voisin, parmi tous les prix, honneurs et médailles qui vous ont été décernés, y en a-t-il une ou un qui a plus de valeur que les autres à vos yeux? Non. En fait, bon, c'est peut-être un sujet dont on n'est pas censé parler, mais vous savez, je suis une femme et c'est assez difficile pour une femme de se sentir légitime quand elle reçoit
un prix, de la reconnaissance, parce que c'est vrai que le fait d'appartenir à une minorité, ça fausse énormément les choses. Chaque fois que j'ai reçu un prix, il y a toujours eu quelqu'un pour me dire voilà, on est content que ce soit une femme qui a obtenu ce prix, pour me donner quelque part l'impression que peut-être que c'est une femme à jouer. Donc, des choses pas très agréables et franchement, dont oui, c'est un peu des choses qui nous gâchent un peu la vie, quoi. Donc je dois dire que du coup, je ne peux pas, au même titre qu'un collègue masculin, m'enorgueillir des prix que j'ai reçus. C'est pas très grave. Hein. Donc je dois dire que par exemple pour moi, à plusieurs reprises, mes travaux ont fait l'objet d'un exposé au séminaire Bourbaki. En fait, 4 fois, il va y en avoir un au mois de novembre, là, pour le sujet de mes travaux. Et là, au moins, je me dis ça, bon, c'est clair que le fait que je suis une femme n'a pas joué. Les gens font ça parce que c'est ce que j'ai fait d'intéressant. Donc, je dirais que pour moi, là, finalement, cette reconnaissance par les exposés au séminaire Bourbaki est plus importante à mes yeux. Vous vous sentez plus à l'aise Et du coup, vous avez parlé du séminaire Bourbaki, c'est quoi exactement? Alors, c'est très intéressant. Il faut voir que il y a le groupe Bourbaki. Le nom est une espèce de blague. C'est une sorte de blague de potache. Une mathématicienne extrêmement brillante. Je ne sais pas si ça a commencé juste après la guerre ou juste avant, la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce nom Bourbaki était complètement absurde. C'était un nom d'un général ou d'un soldat napoléonien. Enfin, et donc le groupe Bourbaki, c'était un ensemble de mathématiciens brillants qui ont d'abord créé la collection des livres Bourbaki. C'était à l'époque où il y avait une très grande mode de la théorie et de l'abstraction. Et donc les ouvrages de la collection Bourbaki sont un peu caractérisés. Peut-être la démonstration la plus simple que je connaisse, c'est le fait que les 3 médiatrices d'un triangle sont concurrentes. Une fois que vous avez vous savez que la médiatrice, c'est l'ensemble des points qui sont à même d'un segment. C'est l'ensemble des points qui sont à même distance, des 2 sommets. Eh bien, c'est très simple parce que vous prenez l'intersection de 2 des médiatrices. Prenez le point d'intersection et comme ils sont à égale distance de A et B et à égale distance de B et C, ben ils sont à égale distance de A et C. Et donc ça veut dire qu'ils sont sur la 3e médiatrice. Et cette démonstration, qui peut être faite par un enfant de connaître un petit peu la définition de la médiatrice, mais elle nécessite très peu de choses. Mais elle nous donne une idée du caractère de certitude qu'a une vérité mathématique, un théorème. Par définition, le théorème, c'est un énoncé qui est démontré. Et la démonstration, c'est une forme d'appropriation vraiment d'un énoncé. Bon, après, probablement une autre chose que j'ai dû découvrir chez moi, parce qu'il y avait quand même une certaine culture scientifique dans ma famille, c'est la preuve du fait que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Et là, c'est pareil. Alors, on va dire les démonstrations qu'on fait, ça utilise peut-être des... Non, en fait, ça utilise vraiment pas grand-chose. Hein. C'est essentiellement le fait peut-être que le carré d'un nombre pair, c'est un nombre divisé par 4. Donc simplement que le carré d'un nombre pair est forcément pair. Ça suffit déjà. Et là, encore une fois, c'est pas forcément l'énoncé qui est si intéressant que ça. C'est comme le sort de médiatrice, franchement. Mais c'est vraiment la sensation incroyable intellectuellement que donne le fait d'avoir fait une démonstration jusqu'au bout. Après, un peu plus tard, bon, ça c'était vraiment des choses que j'ai rencontrées très jeune. Après, je pense que vraiment, là, je crois que intellectuellement, j'ai découvert autre chose, puisque vous parliez du théorème de Bezout. Le théorème de Bezout, ça dit, c'est celui dont vous parlez là, ça dit que si on prend deux nombres entiers premiers entre eux, ça veut dire qu'on ne peut pas les diviser, quand on ne peut pas être 2 nombres pairs par exemple, ils ne peuvent pas être divisés par une même quantité. Alors on peut écrire, il y a une combinaison alpha A plus bêta B à coefficient entier qui vaut 1. Et bon, c'est un bel énoncé.
Et il se trouve que j'ai découvert une preuve de cet énoncé qui faisait tout un détour par la théorie des anneaux, des idéaux. Et là, ce que j'ai découvert, c'était plus le plaisir d'une démonstration où vraiment on comprend bien la démarche, les étapes, etc. Plus dans la logique. C'était vraiment le pouvoir des définitions. Et donc là, cette démonstration que j'avais vue dans un livre d'algèbre assez avancé, ça consistait à introduire un ensemble. Cet ensemble, c'était celui de toutes les combinaisons alpha A plus bêta B. Et l'idée, le but, ce que dit le théorème de Bezout, c'est que si on prend toutes ces combinaisons alpha A plus bêta B, il peut y avoir 1 dedans. Et l'idée, c'était de dire, je reprends l'ensemble de toutes les combinaisons, et je regarde quelles propriétés cet ensemble satisfait. Et il se trouve que c'est techniquement ce qu'on appelle un idéal. Et après, on en classifie les idéaux. Et on sait que un idéal comme ça, c'est l'ensemble de tous les multiples d'un nombre. Donc, et là, dans ce cas-là, puisque mes nombres sont premiers en tout, c'est forcément 1. Et là, j'ai découvert vraiment quelque chose de différent, parce que c'est moins la démonstration avec le caractère astucieux qu'elle a que le fait de faire un détour par une définition qui introduit quelque chose de plus vaste. C'est une manière d'écraser un peu le problème en le situant dans un contexte plus général. Et ça, je veux dire que j'avais vraiment adoré. Donc ça, c'est peut-être là que j'ai fait vraiment une rencontre avec les mathématiques qui était d'un autre genre. Et je crois que vous codez bien plus les grandes et belles architectures que les preuves ad hoc. Eh bien, justement, je suis d'accord. En fait, quand j'étais enfant, je faisais pas mal je faisais des maths avec mon père. Mon père était né en 1917. C'était vraiment quelqu'un de l'ancienne école. Et de gens que je faisais de la géométrie du triangle avec lui. Il était incroyablement ferré sur tous les théorèmes possibles et imaginables de géométrie du cercle et du triangle, les points qui sont alignés, les droites qui sont concurrentes, etc. Et alors il m'expliquait tout ça, mais à chaque fois c'était des astuces tirées du chapeau. Et je comprends dont le groupe Bourbaki a rédigé les mathématiques. Ils ont rédigé des éléments de mathématiques. Et c'était aussi l'idée qu'un point de vue abstrait et unificateur allait nous donner une espèce de version vraiment un peu définitive des mathématiques. Donc je pense qu'on en est vraiment beaucoup revenu parce que moi je conçois les mathématiques comme quelque chose d'extrêmement mouvant. Pour moi c'est un peu comme un océan et moi à l'intérieur un poisson ou une baleine. Donc tout ça bouge énormément. Et l'idée qu'il y a un état bien défini, un état enfin, qu'on puisse figer tout ça, c'était... Bon, je pense qu'on est beaucoup revenu de ça. Et donc, dans le mouvement Bourbaki, donc le groupe Bourbaki, donc comprenait à la fois ces gens qui rédigeaient des pans entiers des mathématiques, l'état des mathématiques dans les années 60-70, mais ça a aussi engendré le séminaire Bourbaki, et ça c'est vraiment une institution que tous les pays nous envient. C'est un séminaire qui se rencontre 2 fois par an et où des gens donnent des exposés sur les résultats récents, jugés les plus intéressants dans différents domaines. Ça peut être tous les sujets, la géométrie algébrique, la topologie algébrique, ça peut être de l'analyse, ça peut être des équations dérivées partielles, c'est essentiellement tout, ça peut être aussi la logique mathématique. Donc c'est unificateur au sens où tous les domaines de mathématiques sont représentés. Mais ce qui est beau, c'est l'idée que c'est comme un gros travail sur la communication et l'union de la communauté mathématique, sachant que nous avons des séminaires. Moi j'ai un séminaire dans mon groupe de géométrie algébrique, ce sont des séminaires très spécialisés où bien sûr on fait des choses qui sont très difficiles à comprendre pour des gens qui n'ont pas la même problématique que nous, qui travaillent dans un autre domaine avec d'autres outils. Même la géométrie différentielle, c'est différent de la géométrie algébrique, etc. Et nos séminaires, bon, ils sont intéressants, ça nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe dans notre domaine, mais ils sont très très spécialisés. Donc séminaire Bourbaki, c'est un énorme effort pour arriver à communiquer à un public
plus large de mathématiciens professionnels, mais en dehors de leur spécialité, les avancées récentes du domaine, quoi. Je ne crains pas l'erreur en affirmant que vous vous sentez plus à l'aise. Citation, et puis après, la question. Ça. Est-ce que c'est bon? Allez, 2 petites devinettes. Ouais. Alors, comme tout à l'heure, vous allez nous essayer de trouver qui est l'auteur des citations. Donc la première est « En mathématiques, on ne comprend pas les choses, on s'y habitue ». Il est un peu physicien. Oui, oui. Quelqu'un a une idée? Von Neumann John von Neumann. John von Neumann. Bravo. C'est pas un mathématicien qui dirait ça. Par contre, un physicien mathématicien, c'est tout à fait, c'est absolument caractéristique. Ensuite, trouver quelque chose en mathématiques, c'est vaincre une inhibition et une tradition. Trouver quelque chose en mathématiques, c'est vaincre une inhibition et une tradition. Enfin, je veux dire, c'est intéressant, je ne sais pas de qui c'est, mais c'est intéressant. C'est de Laurent Schwartz. Ah oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas trop? Oui, bon, l'inhibition, je n'aurais pas employé ce terme d'inhibition, mais le fait est que il y a l'idée comme cette idée de vaincre. C'est vrai que très souvent en mathématiques, on fait fausse route. On fait fausse route parce qu'on a envie, on a tendance à mettre ses pieds dans des sentiers qu'on a déjà employés, ou parce qu'on a... Oui, je dirais plutôt que ce qu'il faut vaincre, c'est le poids de l'habitude, le poids de ce qui a déjà été fait. Donc ça, c'est vrai qu'il faut se battre pour adopter un point de vue nouveau. Et effectivement, l'inhibition, je n'aurais pas employé ce terme, mais c'est vrai que la tradition, effectivement, elle est dangereuse parce qu'elle nous empêche d'adopter un point de vue nouveau. C'est vraiment essentiel. C'est comme ça qui est... Voilà, tout d'un coup, il y a un saut qualitatif et on peut enfin construire une démonstration parce que tout d'un coup, on s'est extrait de simplement l'attitude qui consiste simplement à suivre un chemin qui était déjà tracé auparavant. Donc je suis plus ou moins d'accord, je n'aurais pas du tout employé ce terme d'inhibition qui pour moi a une connotation psychologique un peu étonnante. Mais bon. Merci Claire. Une science extrêmement structurée qui me satisfaisait beaucoup plus intellectuellement. Et donc à partir de là, je veux dire que mes aspirations à la philosophie, essentiellement, ont disparu. Et même les cours de monsieur... Je prends une question de Rama pour alterner. Rama, allez-y, fort. Allez, vous avez la fin. Plus fort. Comment les maths sont-elles passées pour vous du simple passe-temps à une passion, puis à un choix de carrière? Alors, justement, j'ai eu beaucoup de chance parce que comme je vous le dis, j'étais très longtemps sceptique par rapport aux maths. J'en faisais, ça me plaisait, mais je voyais vraiment pas pourquoi je faisais ça. Bon, vous faites une classe prépa, vous apprenez plein de maths. Par certains côtés, c'est très bien, mais après, il y a toute la partie exercice. Et moi, je m'interrogeais sur la signification. On me demandait de résoudre des exercices. Très bien, c'était amusant, je le faisais. Mais pourquoi? C'était des trucs qui avaient déjà été faits. Donc, il y avait un côté arbitraire. Donc, en fait, longtemps, je faisais des mathématiques. Ça me plaisait jusqu'à un certain point. Mais il y avait quand même un pourquoi on fait ça. Mais bon, il se trouve que j'ai eu de la chance au sens où j'ai mis un pas devant l'autre, j'ai continué à faire ces études et quand enfin je suis arrivée de plein pied, je pense que ça peut partir essentiellement du niveau M2, qu'on commence vraiment à avoir une vision. Voilà, je me suis rendu compte que les choses prenaient un sens. À ce moment-là, j'étais
En fait, j'ai jamais eu à prendre vraiment de décision. J'ai mis un pied devant l'autre et à un moment donné, j'étais vraiment dans le vif du sujet. Et donc ça n'a jamais été vraiment... En fait, j'avais beaucoup de chance au sens où quand j'étais en classe préparatoire, j'étais boursière. Je ne dépendais pas de mes parents, je faisais exactement ce que je voulais. Ensuite, quand j'ai intégré l'école normale, j'avais un petit salaire. Donc, en fait, dès l'âge de 17 ans, je n'avais plus eu besoin de l'argent de mes parents, plus eu besoin de suivre des conseils de carrière, des choses comme ça. Donc voilà, j'avais une petite source d'argent, j'étais autonome financièrement et j'ai toujours finalement fait ce qui m'intéressait jusqu'au moment où j'ai été vraiment complètement... voilà... enfin, vraiment... ma vie était complètement envahie par les mathématiques. Et là, j'ai terminé ma thèse et j'ai obtenu un poste au CNRS très rapidement ensuite. Donc en un certain temps, j'ai jamais eu trop à me poser de questions. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ou non? Je veux dire que matériellement, j'ai eu une vie très facile. Et à aucun moment je me suis dit, bon, allez, c'est ça que je veux faire. J'ai eu du mal à me donner, non, parce que en fait, j'étais plus ou moins... voilà, sur le plan de l'organisation de mon existence, de mon cursus, j'ai qu'à mettre un pied devant l'autre. Moi, je m'engage dans un sujet un peu scabreux, permettez-moi de le poser ainsi. Les facultés intellectuelles requises en mathématiques s'essoufflent-elles en proportion de l'âge? Au parage de la quarantaine, s'en est-il fait de nos aspirations à effectuer quelques trouées en l'une quelconque des branches de cette science? Bon, votre directeur de thèse, Arnaud Beauville, aussitôt de battre en brèche mes inductions, il est intéressant de noter que Claire-Voisin a produit beaucoup de ses résultats les plus spectaculaires après 40 ans. Oui. C'est vrai? C'est vrai, oui, effectivement. Donc, par exemple, les travaux pour lesquels il y a eu des exposés au séminaire Bourbaki, sur mes travaux, c'est mon travail sur le problème de Kodaira, que j'ai fait en 2002, je crois. Mon travail sur les syzygies, j'ai vu le changement canonique, c'est les syzygies des courbes, c'était en 2003-2005. Il y a eu un exposé au séminaire Bourbaki sur mes travaux en 2015 aussi. Et là, il va y en avoir un en novembre. Donc effectivement, ce qui ne veut pas du tout dire que j'ai commencé à faire des maths à 40 ans. Malheureusement, s'il y a une chose que je crois quasiment impossible, c'est ça. J'ai toujours énormément travaillé, mais je pense qu'effectivement, à partir de 40 ans, j'ai fait des mathématiques plus coup de poing. Vous êtes une exception. Alors, oui, effectivement. Alors là, donc après avoir écouté votre parcours assez glorieux, on aimerait vous poser la question suivante. Quel rapport entretiennent vos enfants et vos petits-enfants avec le domaine des mathématiques? Alors, dans les 5 enfants, il y en a 2 qui sont mathématiciens, une qui travaille plutôt en mathématiques appliquées à la biologie, et mon dernier fils, qui n'a pas encore de poste, mais c'est un postdoc, qui fait le contraire des mathématiques très abstraites liées à la topologie algébrique dont on a parlé là. Et je dois dire que mes 3 autres filles, j'ai 4 filles, ne font pas de maths. Je pense qu'elles auraient pu en faire, mais que ça ne les intéressait pas. C'est comme ça que je vois les choses. Je crois que vraiment pour faire des maths, il faut vraiment qu'on soit profondément intéressé. C'est toute une tournure d'esprit qui fait qu'on va donner le primant à l'argument mathématique sur d'autres façons d'interagir avec le monde extérieur ou la connaissance. C'est vrai que les mathématiciens ont une autre idée sur la question, et quand on a ça, c'est vraiment un moteur. Et bon, voilà, j'ai 2 de mes enfants qui avaient cette idée que c'était plus important que le reste. Donc, selon vous, qui aurait dit l'essence des mathématiques, c'est la liberté? Est-ce que vous avez une idée de l'auteur qui a pu dire ça? Oui. C'est Georges. Le prénom est Georges.
l'essence des mathématiques, c'est la liberté. C'est mathématique. C'est un philosophe? C'est Georges Cantor. Georg. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez en fait de cette citation. Je dirais que je suis entièrement d'accord. Tenez, pardon. Oui, alors, je ne sais pas si j'ai employé le terme d'essence. Peut-être que c'est vrai que oui, en ce sens, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est qu'on va s'élancer dans le monde des idées mathématiques et c'est comme de se lancer dans une expédition en montagne. Il y a effectivement ce choix des idées qui nous plaisent particulièrement, cette possibilité de construire les objets qu'on va étudier. Effectivement, il y a disons, la liberté dans les choix de problèmes qui vont nous intéresser, liberté de contempler tel ou tel objet. Certains seront fascinés par ce que c'est un groupe, d'autres vont être intéressés plutôt par la géométrie. Ça peut être la géométrie riemannienne, la géométrie symétrique. Chacun va se construire, se façonner sa personnalité au contact des objets mathématiques. Et effectivement, à aucun moment, personne ne va vous dire toi, tu vas t'intéresser à ça, travailler là-dessus parce que c'est important. Non, c'est quelque chose qu'on construit par nous-mêmes. Et moi, je trouve que bon, quand même ce fait fondateur que les objets doivent être définis rigoureusement, axiomatiquement, les énoncés doivent être démontrés. C'est à la fois exigeant, mais c'est aussi une forme de liberté parce que ça, quand je discute avec les gens, je leur fournis les clés de la critique. Si je ne suis pas rigoureuse, ça se entendra de me critiquer. Et normalement, la communication est parfaite parce que ce que je leur donne, ce n'est pas quelque chose qu'ils doivent accepter comme ça pour argent comptant. Je leur donne les hypothèses et la démonstration. Donc, je leur donne les moyens de critiquer ce que j'ai fait, de le comprendre complètement, de se l'approprier complètement. Donc, pour moi, c'est vrai que, oui, je n'aurais peut-être pas dit que c'était uniquement la liberté qui se manifeste là, mais je pense que c'est très plus important. Donc pour finir, on a encore une dernière citation, si vous pouvez savoir de qui elle provient. Les mathématiques peuvent être définies comme une science dans laquelle on ne sait jamais de quoi on parle, ni si ce qu'on dit est vrai. Oui. C'est pas genre Roussel. Oui. Bertrand Roussel. Merci. Du coup, on va laisser la suite à notre professeur, Monsieur Laurent. Oh, pas longtemps. Alors, en principe, vous êtes venu avec une balle de ping-pong et des feutres. Si ce n'est pas le cas, on va vous en communiquer dans 4-5 minutes. Juste avant, Claire Voisin vous propose de faire un petit détour par l'importance du langage, de la notation, de l'expression. Ça va nous introduire au travail qu'on fera après sur la géométrie sphérique. Transparent. Mon idée, c'est que on peut. D'abord, il y a des gens qui n'aiment pas forcément les mathématiques, mais je voudrais vous montrer que même si on ne fait pas des mathématiques, ou si on ne veut pas en faire, si on ne s'intéresse pas, dans notre cerveau, dans notre activité pré-mathématique, qui essentiellement concerne le langage. On n'est pas mathématiques, on aime même penser de parler avec les gens et de comprendre ce qu'ils disent. Eh bien, il y a des exigences qui viennent de la logique et qui
façon qui vont bien sûr être amplifiées en mathématiques comme quelque chose d'essentiel. Donc je voulais vous montrer comment, en un certain sens, on peut mettre le point sur des difficultés de nature mathématique simplement en restant dans le langage quotidien. Voilà. Alors donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ce qui est écrit là. Ça c'est une photo que j'ai prise sur un garage à Menton. Cette inscription m'a interrogée. Elle m'a peut-être particulièrement interrogée moi parce que je suis mathématicienne, et parce que donc, je réagis au quart de tour quand je vois quelque chose qui ne me semble pas correct. Est-ce que vous ne remarquez pas quelque chose quand vous voyez ça écrit? Il faut la lire. Donc ce qui est écrit, c'est ne pas stationner 24 heures sur 24. Par exemple, nous, quand on lit ça, pour nous, c'est genre on ne stationne pas, on ne stationne jamais à cet endroit. Donc nous, c'est ce qu'on entend dans la vie de tous les jours. Oui. Or. Mais généralement, en mathématiques, si on divise 24 sur 24, on trouve 1 de base. Oui, non, c'est pas tout à fait ça le problème. Ah, effectivement, je connais que ça, c'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible. Le problème n'est pas ça. Je trouve personnellement, quand je vois cette phrase, vous avez raison au sens où ça pose à personne un véritable problème de compréhension. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette phrase est ambiguë. Et parce que je trouve qu'elle a deux sens possibles. Alors, ils sont là, les deux sens possibles. Est-ce que la personne a voulu dire que c'était toujours interdit de stationner, donc ne pas stationner, et que ça valait 24 heures sur 24, ou est-ce que ce qui est interdit, c'est juste de stationner 24 heures sur 24? Vous êtes bien d'accord que quand je n'ai pas mis les parenthèses, les deux interprétations sont possibles. Et donc, ça veut dire que là, par exemple, l'air de rien, c'est quand même sérieux comme différence, parce que là, je vais, là, il ne pourra pas se fâcher, je vais stationner devant chez lui 23 heures sur 24. Et il ne pourra rien dire. Bon, évidemment, dans la réalité, je pense que les gens ne font pas ça, mais c'est pour vous montrer que, vous voyez, dans la vie de tous les jours, dans les expressions que tout le monde croit comprendre, en fait, il peut y avoir des problèmes de rigueur. Alors, moi, je vais vous montrer pourquoi je surréagis à ça, c'est parce que je suis mathématicienne. Et qu'en mathématiques, ce genre d'erreur, c'est une erreur de parenthésage, est dramatique, parce que c'est... là, je vous ai dit, il y a une ambiguïté. Bon, vraiment, on va hausser les épaules, et alors... mais si je fais la même chose en mathématiques, je vais écrire, par exemple, une expression comme ça, x sur y sur z. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On a fait des opérations, là, je fais des divisions. Bon, soit je divise d'abord par y, et ensuite je divise par z, ici. Soit je divise d'abord y par z, et ensuite je fais x par y sur z. Eh bien, donc, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai parenthésé de façon différente. Eh bien, en fait, le résultat n'est pas le même. Là, je prends un exemple où on voit clairement qu'ils sont différents, mais que généralement, je vais essayer de vérifier. Là, ça fait x divisé par le produit y, et là, le z remonte, ça va faire xz divisé par y. Donc c'est vraiment très sérieux. Donc là, c'est juste pour vous dire que c'est la même erreur, c'est vraiment la même erreur cérébrale. Je veux dire, comment vous dire, de problèmes de structure de l'énoncé. Dans la vie courante, on va hausser les épaules, c'est pas grave, etc. Mais en mathématiques, c'est dramatique, ça tombe pas le même résultat. Voilà. Alors maintenant, l'autre exemple, encore un exemple qui vient de la vie courante. Encore une fois, on peut ne pas accorder d'importance à ça, mais moi je suis mathématicienne, donc c'est mon métier d'avoir une sorte de perception des choses qu'on a énoncées,
par le biais de la rigueur et de la correction logique. Donc voilà, c'est la phrase qu'on entend dans les TER, qui fait sauter personne apparemment. Pour votre sécurité, la SNCF vous informe que ce train est équipé d'un système de vidéosurveillance. Moi, cette phrase me chiffonne. Il n'y a pas quelque chose qui vous gêne? Bah, en fait, c'est surtout les lettres, parce que de base, les lettres, c'est des points. On les appelle comme ça pour désigner des points. L'abréviation SNCF. Ça? Ouais. Non, c'est pas ça le problème. C'est juste que, non, c'est plus. Enfin, je dis la phrase est fausse. Elle est fausse au sens où, de la manière dont elle est écrite, si on la prend au pied de la lettre, elle ne dit pas ce qu'elle veut dire. On a l'impression que ça nous dit que c'est la SNCF qui nous informe pour notre sécurité, alors que qu'il y a des caméras de surveillance pour notre sécurité. Exactement, c'est ça le problème. C'est ridicule, c'est clair que le fait d'être informé ne va rien changer à la sécurité. Ce qui va apporter à notre sécurité, c'est le fait que le train est équipé d'un système de vidéosurveillance. Là, ils ont l'air de dire que c'est le fait de nous informer qui est pour notre sécurité. C'est compris, c'est ça qu'ils disent. Et donc la phrase est fausse au sens où ce qu'ils ont voulu dire, en fait, c'est ça. La SNCF vous informe que pour votre sécurité, le train est équipé d'un système de vidéosurveillance. Alors bien sûr, on peut hausser les épaules en disant que c'est pas très grave. Je suis désolée, mais pour les mathématiciens, on ne peut pas. Il ne reste pas moins que si je prends la phrase du haut au pied de la lettre, ils ont l'air de dire que ce qui est pour ma sécurité, c'est le fait d'être informé. Bon, le message n'est quand même pas le même. Voilà, donc voilà, je vous dis, pourquoi moi je surréagis quand j'entends ce genre de choses, c'est parce que l'analogue mathématique, qui peut consister simplement à se tromper dans l'ordre des morceaux de phrases, des propositions, peut donner lieu à des choses absolument dramatiques. Si on se met à inverser le quantificateur, là, je prends la phrase suivante, donc je pense que tout le monde sera d'accord. Pour tout nombre pair n, il existe un nombre entier m tel que n égale 2n. Là, tout le monde est d'accord, c'est la définition d'un nombre pair. Un nombre pair, c'est un nombre qui est divisible par 2. Donc on peut l'écrire deux fois quelque chose. Donc c'est exactement ce qu'il nous dit. Je prends mon nombre pair et là, il existe un nombre entier. Là, je crois que tout le monde est d'accord. Mais voilà, maintenant si je change l'ordre des mots, c'est exactement là, je vais mettre ça ici. Il existe un nombre entier n, tel que, et maintenant je le mets pour tout nombre pair ici. Donc là, j'ai simplement échangé l'ordre de ces deux nombres, c'est ce qu'on appelle échanger l'ordre des quantificateurs. Pour tout, il existe, voilà, c'est devenu, il existe pour tout. J'obtiens une phrase qui n'a absolument pas la même signification, parce que là, je dis, il existe un nombre entier n, là, il est fixé. Voilà. Tel que, pour tout nombre pair n égale 2n. Ça, je suis en train de dire qu'il y a un nombre pair, un seul nombre pair qui est deux fois ce nombre n. Donc vous voyez que là, simplement, dans cette erreur anodine de la SNCF, transposée dans le domaine des mathématiques, elle nous amène à quelque chose de catastrophique, à savoir que je dis quelque chose qui est faux, qui n'a pas de sens. Voilà, donc ça c'était simplement pour vous faire remarquer qu'on a, même quand on ne veut pas faire des maths, on n'aime pas ça, etc., on a dans le cerveau un vérificateur de rigueur qui nous fait travailler sur l'interprétation des énoncés et voir corriger lorsqu'il se les a, ce petit degré de fausseté qu'on peut rencontrer dans le monde. Alors là, donc, je voulais faire une petite activité un petit peu sur ce qu'on appelle la topologie algébrique, qui est un domaine qu'on ne rencontre pas en terminale et même en classe préparatoire, qu'on rencontre assez tardivement. C'est un domaine à la fois fondamental,
très proche de l'intuition du monde réel et en même temps assez abstrait. Il a essentiellement fallu attendre Poincaré pour, j'exagère, il y avait des ancêtres qui ont commencé à réfléchir avant. C'est vraiment Poincaré qui a commencé à formaliser ces notions de topologie algébrique. Mais auparavant, là je parle de Lehr, c'est un mathématicien allemand du XVIIIe siècle, très très prolifique, et donc il y a ce qu'on a appelé le problème des 7 ponts de Königsberg. Ça fait partie un peu de la légende de Lehr, que dans la ville de Königsberg, il y a une rivière, comme ça, on avait imaginé la ville ici, et il y a cette rivière là se scinde en 2 branches à un moment donné. Il y a une île, il y en a une deuxième, il y a 7 ponts. Et donc, quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un à la cour de Königsberg aurait demandé au mathématicien Euler s'il pouvait résoudre le problème des 7 ponts, qui est, puis-je faire une promenade dans cette ville de Königsberg en partant d'un point, on va prendre ce point plutôt comme ça, dans la ville, pas sur l'île. Je veux faire une promenade qui passe par tous les ponts, mais seulement une fois par chaque pont, et qui à la fin me permet de revenir une promenade circulaire. Donc à la fin, je reviens à mon point de départ. Donc c'était ça la question. Et donc la réponse aussi n'est pas difficile. Peut-être que vous avez une petite idée sur... C'est un problème qui est, dire que c'est de la topologie algébrique, c'est encore un peu excessif. Parce qu'en fait, c'est plutôt un problème de logique. Mais néanmoins, je pense que ça fait partie de la raison pour laquelle on considère que Euler est aussi... normalement, il faut dire Euler, parce que c'est un allemand. Euler est aussi un des pères de la topologie algébrique. Donc, il a une idée sur la réponse à cette question. Alors, en fait, un petit truc, je vous conseille de vous concentrer sur ce qui se passe sur l'île. Parce que dans cette histoire, c'est la seule chose qui est importante. Vous voyez, je pars dans mon point qui est ici, là. Maintenant, parfois je vais aller sur l'île, parfois je vais en sortir. Mais je sais que je dois utiliser tous ces ponts et chaque pont une seule fois. Maintenant, je vais regarder uniquement les ponts qui me font passer de l'île vers la rive, ou de l'île vers autre chose. Ça peut être la rive vers la rive ou bien l'autre île, peu importe. Maintenant, quand je prends un pont entre l'île et le reste de la ville. Ce pont, il va être soit entrant vers l'île, soit sortant de l'île. Et pas les deux en même temps, parce que chaque pont a été pris une seule fois. Maintenant, on sait aussi que notre promenade, elle part de ce point-là et elle va finir par revenir à ce point-là. Ça veut dire que je vais entrer un certain nombre de fois dans l'île et je vais en sortir un certain nombre de fois. Et qu'est-ce qu'on peut dire ici? C'est que quand même, à la fin, comme je reviens à mon point de départ, je dois être sorti autant de fois que je suis entré. Hein? Et donc, quelle est la conclusion au sujet du nombre de ponts qui touchent l'île? Les collégiens ont trouvé, hein. Allez-y, oui. Je ne suis pas sûre, mais j'imagine que ce sera le nombre de ponts multiplié par 2, puisque chaque fois on va montrer la sortie. Alors, c'est pas le nombre de ponts multiplié par 2, mais on se rapproche, oui. D'ici de repère. Oui. Notre promenade, elle va nous permettre de dire, eh bien, les ponts qui touchent l'île, relativement à la promenade, ce sera dans 2 catégories, c'est les ponts sortants et les ponts rentrants. Et le nombre de ponts sortants et le nombre de ponts rentrants,
les nombres doivent être égaux parce que chaque fois que je prends un pont, quand je suis sur l'île et que je prends un pont, je sors de l'île. Donc alternativement, j'entre et je sors. Donc les ponts qui touchent l'île vont être arrangés en paire, un pont entrant, un pont sortant. Voilà. Et donc c'est la fin de l'exercice, puisqu'il y a 5 ponts qui touchent l'île, et non pas un nombre pair, et donc la réponse à la question, c'est non. Donc voilà, on a fait bon, c'est vraiment juste une question d'adopter le bon point de vue. Alors après, les gens ont fait des choses très compliquées avec des graphes, des théories des graphes. L'air de rien, ce qu'on a vu là, ce petit dessin, ça va être un petit peu lié à ce qu'on va faire. Et donc pour finir, je vous montre deux portraits de mathématiciens qui sont probablement les plus importants chacun de son époque, et on va dire aussi les plus importants de notre époque, à savoir Euler, un mathématicien du 18e, et Poincaré, un mathématicien fin du 19e, début du 20e, probablement le plus grand mathématicien de l'époque relativement récente, qui a vraiment fondé un certain nombre de domaines dans la mathématique qu'on peut qualifier de moderne. Et les deux ont cette caractéristique d'être des personnages, des mathématiciens extrêmement créatifs. Ils ont inventé des domaines entiers de mathématiques, des nouveaux problèmes, des nouvelles sortes de problèmes auxquels on pouvait attaquer son esprit. Appliquer son esprit. Là, cette histoire de balle de ping-pong, ça va consister à parler de ce qu'on appelle la caractéristique d'Euler Poincaré. Ce terme, c'est un peu un terme en hommage à caractéristique de l'air Poincaré, c'est un vaste anachronisme, on fait beaucoup de choses comme ça, c'est plutôt un hommage à Euler, qui n'est vraiment pas trouvé à temps. Mais par contre, Poincaré, c'est un peu le père de la topologie algébrique, donc il a vraiment introduit les outils, les objets qui ont permis de donner une définition vraiment une définition mathématique rigoureuse de ce que c'est que la caractéristique de l'air Poincaré. Alors là, je vous propose alors je ne sais pas si vous avez tous ces balles de ping-pong, j'en ai apporté pas mal, s'il y en a qui n'en ont pas. Vous pouvez venir, ceux qui n'en ont pas peuvent venir en prendre, j'ai aussi des feutres en quantité industrielle, donc n'hésitez pas à venir vous servir. Et donc voilà, donc vous prenez votre balle de ping-pong et un feutre, et alors j'ai un exemple. Voilà, alors bon, c'est tout petit, mais donc, voilà ce que je vous propose de faire. Donc, vous pouvez venir prendre des balles de ping-pong ici, et aussi des feuilles. Alors, vous prenez la balle de ping-pong au-dessus. Alors, sur votre balle de ping-pong, vous allez dessiner, alors comment on appelle ça, une sorte de treillis. Parfois, il y a des gens qui appellent ça un graphe. Mais donc, si vous voulez une carte. Alors, quelles sont les règles ou bien vous pouvez imaginer, par exemple, ce que des dessins qu'on voit sur un ballon de football. Vous voyez, alors
sur un ballon de football, c'est quoi, c'est des paddleballs, alors, là, on va faire quelque chose. C'est pas du tout, vous voyez, dans un ballon de football, toutes les pièces qu'on voit, tous les dessins sont les mêmes. Hein. C'est-à-dire que là, on peut faire des choses beaucoup plus fantaisie. Ça peut être des choses comme ça. Hein. Vous pouvez dessiner des carrés, puis faire ensuite des triangles, et là, rien ne m'interdit de mettre un pentagone là-dessus. Cela dit, il y a quand même. Donc vous allez dessiner ça, bien entendu, ça ne sera pas droit. Hein. Vous dessinez sur une balle de ping-pong, donc ça va être un peu circulaire. Mais c'est symbolique, ce n'est pas important. Les règles sont les suivantes. Quand vous aurez dessiné votre carte, il y aura 3 catégories d'objets, à savoir ça, qu'on appelle une face. On peut dire c'est des pays, si vous voulez. La frontière, elle doit être une sorte de polygone déformé. Donc il doit y avoir la notion d'arête. Donc la frontière d'une face, le bord d'une face, est faite d'arête. Donc chacun des traits va être considéré comme une arête. Et la troisième catégorie d'objets importants, c'est ce qu'on appelle les sommets. Donc ça c'est... Donc peu importe que vos traits ne soient pas très droits, ça n'a aucune importance. De toute façon, ils ne peuvent pas être droits puisqu'on sera sur une balle de ping-pong. Mais vous pouvez, si vous voulez, faire circuler celle-ci. Vous verrez que j'ai dessiné un petit peu n'importe quoi, mais qu'on a partout la notion bien définie d'arête, de sommet et de face. Et maintenant, les règles, c'est que les sommets, ce sont toujours les bords des arêtes. Et les arêtes, elles vont former les bords des faces. Ici, par exemple, d'aventure, j'avais fait un truc comme ça. Voilà, surtout, si vous comptez 3 sommets, ça veut dire que vous devez compter 2 arêtes ici. C'est important. Le bord d'une arête, c'est ces 2 extrémités, ça doit faire 2 sommets. Donc ne vous trompez surtout pas dans ce que c'est qu'un sommet. Les sommets, ce sont les bords des arêtes. Voilà, alors donc vous faites ça sur votre balle de ping-pong. Faut qu'il y ait combien de cette fois parce que donner la noire. On ne va pas grand-chose sur la balle orange. Voilà, et puis donc, une fois que vous aurez bien identifié, alors allez-y, ça c'est liberté, moi je veux bien. Tu peux juste me ramener un feutre? D'accord. Vous avez découpé en quartier.
Normalement, vous avez, comme je l'ai dit, comme je l'ai expliqué, normalement vous avez des sommets bien identifiés, des faces bien identifiées, des arêtes bien identifiées, avec les règles quand même qu'on indique ici. Et maintenant, donc, il faut compter les sommets, compter les faces, compter les arêtes, et ensuite vous allez faire ça, cette opération-là. D'accord ? Cette lettre-là, c'est la lettre grecque qui. Et donc, le nombre qu'on veut obtenir, c'est le nombre qu'on veut calculer, c'est ça. Nombre de sommets plus nombre de faces moins nombre d'arêtes. C'est dans la boîte? Oui. Ça va passer en boucle. J'ai pris le temps de le découvrir la première fois. C'est une personnalité publique, hein. C'est une personnalité publique. On voit l'image. Si ça peut vous aider à compter là. Vous comptez surface, arrêt, sommet. Alors, pour les questions après, j'ai préparé un petit découpage. Oui. En fait, je pense. 6. Par exemple, pour l'instant, on n'a pas encore une seule fois vu le résultat correct. Là, il reste encore une rangée. Combien là? 1. Ah, il y a un 2, d'accord. 53 à mon avis, non. 3. Elissa? Ici. 3 ici. 3. Il y en a combien, vous? Combien? 3 ici et ici. 1. Moi, il y a un problème de méthodologie. C'est de la réponse, non? 2 ici. On peut faire au moins... Allez.
Donc, par exemple, il y a au moins un cas qui est facile à calculer, c'est ça. Là, je vois la sphère comme une sorte de mandarine, là, et j'ai deux un pôle nord et un pôle sud, et je fais donc mon quadrillage, il sera comme ça, des quartiers, d'accord. Après, ça va passer derrière, d'accord. Bon, dans ce dessin-là, vous voyez, il y a deux sommets, hein. Il y a le pôle nord et le pôle sud. Donc là, je trouve S égale 2. Le nombre de faces, ben, vous voyez, là, c'est tous les quartiers, c'est le nombre de quartiers, d'accord. Voilà, et donc le nombre d'arêtes, bon, ben, c'est les bords des quartiers, d'accord. Mais vous voyez bien que ici, dans cet exemple-là, le nombre de s'il est égal au nombre d'arêtes, parce que c'est un problème de poteau et d'intervalle, je tourne en cercle comme ça, et donc les faces, elles vont correspondre ici j'ai découpé mon cercle, mon équateur, en petits segments, les arêtes, elles vont être comme ceci, et donc les arêtes, ça va correspondre à ces segments-là, et puis les phases vont correspondre à ces segments-là, et les arêtes vont correspondre à ces points. Donc maintenant, là, je suis sur un cercle, et le nombre de points que j'ai ici, ça va être mon nombre d'arêtes, et le nombre de segments que j'ai dessiné ici, ça va être le nombre de faces. Donc en fait, dans ce cas-là, le A, c'est aussi le nombre de quartiers. Donc dans ce cas-là, je trouve que S plus F moins 1 est égal à 2. Alors en fait, c'est le nombre que vous auriez dû tous obtenir. Il y a eu pas mal de 2. Je ne sais pas pourquoi ensuite, et je ne sais pas, les gens ont le fait que ce soit un nombre trop simple, mais la réponse est 2. Normalement, vous auriez tous dû obtenir 2. Et ce que je voudrais quand même vous donner un peu une explication pour ce nombre 2. En fait, vous voyez, la caractéristique, ce nombre-là, je ne suis pas forcée d'être sur une sphère pour le calculer. Je peux prendre n'importe quelle région dans la sphère. Et d'abord, aussi, ça peut être n'importe quel contour qui n'est pas une sphère, ça peut être un objet plus compliqué. Maintenant, vous avez votre sphère, vous avez fait votre dessin dessus, et mettons que, voilà, bon là, ça c'est, donc par exemple, on a derrière, on va avoir des trucs comme ça, bon, là, des choses derrière, je ne sais pas, bon, voilà, comme ça. Ça va me dire que ma sphère S2 a été découpée en deux régions. Bon, il y a cette région de gauche et puis l'autre partie qui est là. Alors donc maintenant, donc ça c'est, donc je vais l'appeler. On va appeler ça, ça c'est pas très bon, on va appeler ça A1 et ça A2. Donc là, tout ça c'est votre treillis, mais j'ai sélectionné j'ai utilisé mon dessin pour tracer, pour découper ma sphère en deux portions. Donc le reste, ça va peut-être être comme ça. Je ne sais pas trop comment. Chacun fait ça. Maintenant, vous remarquez que donc là, j'ai découpé ma sphère en deux parties qui ont chacune un morceau de treillis. Et ces deux parties se rencontrent le long de ce zigzag qui est une union d'arêtes. Alors, je peux faire quelque chose d'encore plus simple. J'ai ma sphère, dessus, j'ai un de mes régions, voilà, et ici ça sera A1, et puis A2, ça sera tout le reste.
D'accord? Donc là, elle a peut-être d'autres choses. Voilà. Et alors maintenant, bien sûr, il y a, donc chacune de ces... J'ai à la fois A1 va avoir une caractéristique de l'air carré. Oui, oui. C'est-à-dire que pour la région A1, je vais compter, comme toujours, nombre de sommets plus nombre de faces moins nombre d'arêtes. A2 va avoir une caractéristique de l'air point carré. Mais j'ai aussi, vous voyez, A1 et A2 sont recollés le long de leur bord. Le bord, c'est une union d'arêtes. Et donc, je fais A1 inter A2. Et ça a aussi une... Donc ça, c'est une union d'arêtes qui forme une sorte de cercle un peu en zigzag. Là, c'est dessiné sur le trait, d'accord. Et ça... Et donc, bien sûr, j'ai... Et maintenant, il y a ce qui va faire marcher la preuve du fait qu'on obtient toujours 2 et la preuve de l'invariance, c'est la remarque suivante. C'est que si je prends qui de... Alors A1 union A2, ça c'est ma sphère. Hein. Bon, ça c'est la notation pour la sphère de dimension 2. Ben, je dis que c'est la même chose que qui de A1 plus qui de A2 moins qui de A1 inter A2. Et pourquoi c'est vrai ça? Ben, en fait, c'est très très simple. Vous voyez, là, donc, quand je fais qui de A1 plus qui de A2, ça veut dire, bon, alors je fais la somme de toutes les faces. Bon, c'est clair que les faces, elles seront soit sur A1, soit sur A2, donc il n'y a pas de problème. Faisons comme ça. Alors, donc le nombre, les faces A1 union A2, c'est F de A1 plus F de A2. D'accord? Donc c'est juste de dire que j'ai découpé ça sur 2 régions. Les faces, elles sont soit de ce côté-là, c'est-à-dire sur A1, soit de ce côté-là, c'est-à-dire sur A2. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les sommets de A1 union A2, eh bien, on va commencer par compter les sommets dans A1. Ensuite, on va compter les sommets dans A2. Mais là, il faut faire une correction. Pourquoi? Parce que certes, un sommet va être soit dans A1, soit dans A2, mais le problème c'est qu'il peut être dans l'intersection, il peut être compté 2 fois si je fais ça. Vous voyez, tous ces sommets-là, ben, si je les compte, je vais les compter à la fois comme des sommets dans A1 et dans A2. Donc ici, je suis obligée de faire ça. Moins. Vous voyez, c'est des sommets qui sont ici sur le bord. Et bien, je les ai comptés 2 fois si je les compte à la fois dans la somme S de A1 plus S de A2. Et bien pour les arêtes, c'est la même chose. Les arêtes de A1 union A2, il y a celles qui sont dans A1, plus celles qui sont dans A2. Et là, malheureusement, j'ai compté trop, parce que celles qui sont dans l'intersection, elles ont été comptées 2 fois. Et maintenant, si je fais F plus S moins A, eh ben, j'obtiens exactement cette formule. D'accord? Et une fois qu'on a ça, en fait, démontrer que... Donc,
cette formule, elle est formidable parce qu'elle va me permettre de calculer, même si j'ai un découpage très très compliqué, donc si j'ai fait un treillis avec 1 million de baies, je vais considérer que ma sphère, c'est une union où j'ajoute progressivement les pays. Et puis il y a une autre remarque qui va être utile, c'est donc la deuxième remarque, c'est si je prends un polygone, donc quelque chose qui aura cette allure-là, donc c'est typiquement ce genre de choses qu'on a rencontré, qu'on a dessiné sur la sphère avec un nom arbitraire de côté. Je dis que le qui de ça, c'est égal à 1. Là, c'est ça. Le qui est égal à 1. Et puis, si je fais maintenant juste le polygone sans sa face, comme ça, je trouve qui est égal à 0. Pour peu, si vous regardez cette figure-là, il y a une face, les sommets ils sont là, et le nombre d'arêtes il est le même que le nombre de sommets. Donc là je trouve f égale 1, et puis f égale a. Donc là les sommets, on est ici, les sommets ils s'annulent avec les faces. Donc je trouve qui égale 1. Et là si je prends le polygone sans son intérieur, il n'y a plus de face, et je trouve le nombre de sommets qui est égal au nombre d'arêtes, et je trouve qui égale 0. Et donc, vous voyez que maintenant, si vous combinez cette formule-là et cette remarque très simple sur les polygones et les bords de polygones, eh bien, vous pouvez calculer que la caractéristique de l'aire carré, c'est toujours 10. Voilà, c'est déjà trop long. Merci beaucoup. Pour conclure cette rencontre avec Claire Voisin, on a fait un petit QCM rapide de 3 questions, donc essayez de trouver les bonnes réponses. Donc la première question c'est dans quel lycée, dans quelle prépa Claire Voisin a-t-elle fait ses études? Réponse A, Stanislas, réponse B, Louis le Grand, et réponse C, Henri IV. Oui? Oui, c'est ça. Bonne réponse. La deuxième question, c'est en quelle année a-t-elle soutenu sa thèse? En 1986, réponse A. Réponse B, 1982. Réponse C, 1990. Ouais, c'est la réponse. C'est en 1986. Et la dernière question, c'est quel sujet de table on a abordé? On a abordé, réponse A, les symétries miroirs. Réponse B, les homotopies. Réponse C, la conjecture de Kodaya. Oui, c'est la réponse C, on a abordé.